Alors, on va parler aussi du sujet de ce campus européen à Lyon. Oui. Ça en est où? C'est un projet que vous avez imaginé ça a été, c'est un sujet magnifique qu'on a relancé parce que au départ, l'idée de localiser de Paris, là c'est une partie de la sécurité, et de faire un campus sécuritaire, et ça s'est fait il y a une dizaine d'années, il y avait eu une première idée, puis elle est tombée à l'eau, ça n'a pas suivi. Bon, on a repris ça il y a 3 ans, avec l'aide à l'époque du maire qui était M. Collomb, le président de Lyon Métropole et maire de Lyon, et avec l'appui des pouvoirs publics, parce que ça intéressait énormément le ministère de l'Intérieur, qui était très intéressé parce qu'il était confronté à un problème, c'est qu'ils ont des écoles partout, ils ont des centres un peu partout, et on se dit, mais est-ce que c'est pas intéressant de regrouper une partie, si ce n'est pas la totalité, d'un certain nombre d'activités dans une zone plus petite où les gens peuvent échanger, peuvent travailler ensemble. Donc, si vous voulez, on crée ce qu'on appelle un pôle d'excellence. Donc, on a lancé l'idée, on a travaillé là-dessus avec les politiques, avec l'administration, avec les sociétés privées. Dans un premier temps, il a fallu se convaincre les uns les autres, jusqu'au moment où la région et Lyon Métropole ont décidé, et la Chambre de commerce de Lyon ont décidé de nous aider pour faire ce qu'on appelle une préétude, une étude de viabilité ou de faisabilité, si vous voulez, qui a été faite, qui a pris un peu plus d'1 an, qui a été terminée cette année au mois de juin. Cette étude a conclu sur le fait qu'il fallait continuer, que oui, c'était logique, qu'il y avait des possibilités, qu'on pouvait la rentabiliser, ce pôle pouvait être rentabilisé, que tout le monde y gagnerait. Donc c'est devenu une évidence. Et à la suite donc de ça, on vient de prendre la décision de continuer, c'est-à-dire de rentrer dans ce qu'on appelle une phase de préfiguration, ce qui va prendre à peu près 2 ans à mon avis, durant lequel, à partir de ce qu'on a identifié, on va maintenant voir comment ça peut s'organiser. Parce que, par exemple, il va y avoir des écoles privées, écoles publiques. Bon. Eh bien, les écoles privées ou publiques, il faut trouver des lieux pour les mettre. Bien sûr. Il faut trouver les financements pour construire les écoles. Vous voyez, ça prend un minimum de temps. Mais d'un autre côté, il y a un intérêt. Quand les gens par exemple, les agents de recherche privés, c'est-à-dire qu'on appelle les détectives privés, veulent faire une école à Lyon, quand on voit les 2 syndicats professionnels, le SNES et l'USP, qui veulent tous les 2 faire une école un peu différente. L'USP dit, moi je veux faire une école des cadres de la sécurité. Le SNES dit, moi je veux faire une école pour les gens de la sécurité. Bon, on a la police et la gendarmerie qui disent, mais dans le fond, est-ce qu'on n'a pas intérêt à rapatrier sur la région des écoles que nous avons ailleurs en France, qui sont en mauvais état sur le plan installation, et qui pourraient là bénéficier d'installations modernes. Voilà. De métier, les universitaires. L'université de Lyon est très intéressée aujourd'hui pour avoir monté des cours de sécurité. Et je précise juste un point, c'est que ce qu'on a appelé le campus au départ, on a changé. Maintenant, on l'appelle un pôle d'excellence, parce que c'est un pôle d'excellence. Si vous voulez, on va regrouper des gens pour être meilleurs. Mais on traite bien de la sécurité globale, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de sécurité, globale, européenne. Parce que nous avons pour vocation d'être un centre européen, parce que cette région de Lyon est au cœur de l'Europe. Et on a déjà des contacts avec les Anglais, avec les Suisses, qui veulent venir travailler avec nous. Et derrière, il y a quand même une petite idée, avec l'appui de Bruxelles, qui est prêt à nous financer aussi, bien sûr, qui contribuera au financement, c'est qu'il y a déjà un centre comme ça qui s'est fait en Pologne, pour les pays du nord de l'Europe, et on se dit qu'il est peut-être temps que nous, dans notre zone aussi, on s'y mette. Voilà, potentiellement, si tout se passe bien, c'est prévu pendant combien de temps? Là, je pense que c'est 2021 à peu près. 2021. Également, vous avez été pressenti pour prendre la présidence du CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité. L'administration avait misé sur vous, mais... Petit oubli, elle avait oublié de vérifier les statuts quant à la limite d'âge que vous aviez atteint. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ne pas avoir eu ce poste aujourd'hui? Non, si vous voulez, parce que moi je m'étais porté candidat, je l'avais dit au ministre et je l'avais dit à tout le monde, je m'étais porté candidat dans un but bien précis. Moi, mon objectif, c'était pas de faire 3 ans, si vous voulez, pour être président du CNAP pendant 3 ans. C'est pas ça qui m'intéressait. C'est pas un titre en plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de mener la réforme. J'avais fourni au ministère de l'Intérieur un rapport d'une 20aine de pages où je proposais tout un plan d'action pour faire bouger les lignes au niveau des entreprises de sécurité privée, au niveau des donneurs d'ordre,
au niveau de l'État, hein, et au niveau du CNAPS, parce que le CNAPS aussi a des problèmes. Hein. Et donc, moi, je me portais volontaire, et je disais que, comme je suis âgé par rapport aux autres, il y avait une chose dont tout le monde pouvait être sûr, c'est que moi, je ne cherchais pas à faire carrière. Oui, c'est ça. Donc, je pouvais mener à bien des réformes que d'autres ne mèneront pas pour ces raisons-là. Parce qu'il faut qu'ils préservent leur futur. Et alors, votre plan d'action, est-ce que... Je ne regrette rien, hein, parce que c'est bon, tant mieux, ça a été c'est une camarade qui a été élue, et c'est très bien. Eh bien justement, c'est une camarade, est-ce qu'elle a... votre plan d'action, elle s'en est inspirée? C'est quoi votre vision honnêtement, je pense pas. Et je pense pas, mais pour une bonne et simple raison, c'est que je pense qu'elle l'a pas eu. Parce que moi, j'avais fait un rapport qui était destiné au ministère de l'Intérieur, et bien sûr, je l'ai pas diffusé, à part au ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action du CNAPS actuellement, justement? Moi, je pense que le CNAPS, c'est une bonne création. J'ai noté avec plaisir d'ailleurs que ce CNAPS, par contre, que le financement du CNAPS, on va le faire évoluer parce qu'il y avait un scandale sous-jacent, c'est que le CNAPS percevait plus d'argent que ce qu'il avait besoin et que cet argent, en plus, était gardé par le ministère des Finances pour d'autres raisons, ce qui était scandaleux pour les entreprises qui payaient, évidemment. Donc ça, heureusement, ça change. Bon, le deuxième problème, c'est que le CNAPS, si vous voulez, pour moi, le grand problème du CNAPS, c'est que le traitement des dossiers n'est pas le même selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous êtes en Île-de-France, les délais, les exigences, les contrôles ne sont pas les mêmes que si vous êtes à Nice, à Toulouse ou à Lille. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes dans une république, dans une démocratie dans laquelle tout le monde doit être traité de la même manière. Et là-dessus, il y a visiblement des efforts à faire. Alors, en ce qui concerne le club des directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises, hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, comment vous voyez l'avenir de sa stratégie? Je pense que... Alors, si vous voulez... Vous avez été le président, je rappelle, de 2011 à 2016. C'est ça, j'ai été une fois 3 ans, puis réélu pour 3 ans. Donc puis là, après, vous avez aussi du recul. Oui, parce que moi, j'ai dit au bout de 6 ans, j'ai dit stop, ça suffit, il faut me remplacer. Et vraiment, c'était ça. Le CDSE, si vous voulez, quand M. Roussely, qui était le président du CDSE avant moi, quand François Roussely m'a demandé de prendre la présidence, on était à une charnière. C'est-à-dire qu'il s'agissait en définitive de faire reconnaître par la puissance publique que les directeurs sécurité des entreprises, c'était des gens qu'il fallait prendre en compte, si vous voulez. Et en particulier, au niveau des entreprises, il fallait dire aussi aux présidents des sociétés, vous avez besoin des directeurs de sécurité. Hein, ce n'est pas uniquement le patron des gardiens, c'est autre chose. C'est plus compliqué que ça. Donc, on a fait un énorme travail de communication pour montrer que la problématique d'un directeur de sécurité, hein, elle est complexe, elle traite beaucoup de domaines. Ça va la lutte antiterroriste, ça passe par la sécurité, la cybersécurité, enfin, il y a quantité de choses. Donc, on s'est investi là-dedans et on a fait évoluer la fonction. Je pense... très sincèrement, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que c'est tout un groupe. Hein. Il y a le conseil d'administration, il y a toute une équipe qui était derrière, hein, et puis les permanents. Mais je pense qu'on est arrivé à vraiment faire évoluer la perception du rôle du directeur de sécurité. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, la qualité des gens qui sont maintenant recrutés comme directeurs de sécurité dans les grandes entreprises. On était, et vous avez vu, maintenant ils recrutent des généraux, ils recrutent des préfets. Alors je ne dis pas que les préfets ou les généraux sont plus qualifiés que d'autres, mais le fait de recruter des gens qui sont des très hauts fonctionnaires dans l'administration, pour la partie de ceux qui sont recrutés dans l'administration, parce qu'il y en a d'autres qui sont des ingénieurs et qui ont fait leur carrière dans l'entreprise, hein, ou dans les entreprises. Mais le fait déjà de voir cette montée en puissance, c'est sain, parce que ça veut dire que le rôle du directeur de sécurité commence enfin à être reconnu au niveau, et pris en considération au niveau des présidents des sociétés et des directeurs généraux. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore un énorme travail à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que sur un certain nombre de domaines internes au directeur sécurité, il faut qu'on trouve des formules. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des contrats d'utilisation de personnel avec des sociétés privées où il faut respecter un certain nombre de règles. Et là, il faut qu'on arrive au niveau des entreprises à faire respecter ces règles, et ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, y compris dans les entreprises qui sont très, je dirais, étatiques. Hein, et ça pose un vrai problème. Bon, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut que le président des sociétés, ça c'est encore un gros travail, et le directeur général comprennent que lorsqu'il y a une crise, il faut qu'il appelle le directeur sécurité qui peut être de bons conseils.
Et ça encore, mais ça suppose que les directeurs de sécurité aient eu des formations nécessaires, au départ. Hein. Ça suppose donc une formation et ça suppose aussi une qualité de relation quasiment permanente. Donc, on est en évolution, on n'a pas terminé l'évolution. Je voulais rapidement vous parler du rapport Toureau-Fauvergue qui souhaite favoriser une meilleure articulation du travail des forces de l'ordre nationales, des polices municipales, des entreprises de sécurité, ainsi que une montée en puissance des polices municipales, on a entendu parler. Est-ce que d'abord ce rapport commence à faire consensus ou pas du tout? Est-ce qu'il est innovant? Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, quand il y a un rapport officiel, surtout un rapport parlementaire, tout le monde vous dit toujours qu'il aurait fallu qu'il aille plus loin, parce que chacun ne trouve pas tout ce qu'il aurait voulu trouver. Mais si on regarde froidement ce rapport, moi je trouve ce rapport, il est bien fait. Il a le mérite de mettre le doigt sur un certain nombre de choses dont on ne voulait pas beaucoup parler ou dont on ne voulait pas parler parce que ça pouvait gêner, dans l'administration comme ailleurs, hein, et qu'il dit il est temps de se poser de vraies questions, il est temps d'avancer et, je dirais, d'être plus efficace. Donc là, le rapport, il est très bon. Et c'est bien. Et maintenant, il faut qu'il soit suivi des faits. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que si vous voulez un rapport parlementaire, comme beaucoup de rapports parlementaires, une fois qu'il est fait, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Hein, s'il part aux oubliettes, voilà, on le met sous la pile. Il faut se donner les moyens de. Voilà, il faut que là, il y ait une volonté de l'administration, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté de ceux qui sont les opérateurs. Et vous sentez qu'il y a cette volonté de part et d'autre? Je vous aurais dit oui avant. Maintenant, il vient d'avoir un changement de ministre de l'Intérieur. Bon, on va voir. Ce que je suis certain, c'est que le nouveau... Alors, je ne parle pas du ministre, parce que je ne sais absolument pas, moi, ce qu'il peut... c'est sa sensibilité au problème du ministère de l'Intérieur, il faut être honnête. Par contre, je connais bien M. Laurent Nunez, le secrétaire d'État, parce que je l'ai connu, moi, quand il était à la préfecture de police de Paris, puis ensuite il a réussi brillamment à Marseille, avant de revenir à la DGSI, où il a été un grand patron de la DGSI. C'est d'ailleurs un problème aujourd'hui, c'est qu'on enlève un très grand patron à la DGSI au moment où peut-être qu'elle en avait besoin. Donc la suite va être intéressante. Hein. Mais Nunez, lui, il connaît ces problèmes-là. Parce que, et vous l'avez dit, aujourd'hui, l'État n'a plus, et c'est bien ça qu'il faut bien comprendre, l'État n'a plus la capacité d'assumer toutes ses missions régaliennes. Il n'a pas ni les moyens en hommes, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques. Donc il ne peut plus tout assumer. Donc il faut qu'il délègue. Et cette délégation, elle passe par deux étapes. La première, c'est la délégation vers les polices municipales de toute une série d'activités qui étaient avant le rôle de la police nationale et qui devient rôle de la police municipale. Mais là encore, pour ça, il faut former les gens. Il faut leur mettre des responsables qui soient habilités et qui connaissent les lois. Hein, presque qu'il il faut trouver des systèmes, des garanties. Peut-être qu'au niveau des patrons des polices municipales, on peut se demander s'il ne faut pas que ce soit, par exemple, des fonctionnaires détachés, hein, des commissaires ou autres, pour être sûr que les lois sont respectées, parce que c'est un vrai problème. Hein. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Hein. On délègue, mais il faut que ce soit dans le cadre de la loi. Bon, les municipaux, donc la police municipale, elle a toute une évolution en cours et il va falloir prendre en compte. Mais ce n'est pas suffisant. La police municipale ne peut pas assumer certaines tâches. On l'a vu avec le football, par exemple, quand il y a eu la coupe, hein, le championnat. On a vu qu'il avait fallu faire ou les Jeux olympiques. On crée des zones, hein, des espèces de zones libres, des free zones, hein, des supporters. Hein. Les fan zones, oui. Oui, les fan zones, c'est ça, des zones de supporters, qui sont libres parce que les gens là-dedans, il faut qu'ils aient la liberté, il faut qu'ils se sentent bien, mais il faut surveiller parce que c'est très dangereux aussi. Il y a un regroupement pareil, il y a un problème de sécurité considérable. Or, qu'est-ce qui s'est passé les deux fois? Ce sont des sociétés de sécurité privée qui ont assuré ça. Et ça n'a posé aucun problème. Donc, on voit bien que là aussi, l'État a délégué cette fonction régalienne de sécurité à des sociétés privées. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut que ces sociétés privées, on soit sûr qu'elles appliquent très exactement les règles, les lois, qu'il n'y a pas de bavure, que les gens sont qualifiés. Donc ça sera peut-être l'exemple à suivre pour les JO de 2024. Ah ben je pense, et non seulement ça suivre, mais je pense que ce qu'il faut, c'est commencer à s'y préparer dès maintenant. Dernière question, parce qu'on a tellement de choses à se dire qu'on a quasiment le temps de dépasser le temps. Pardon. Est-ce que vous êtes favorable à la réforme sur les agents de sécurité armés? Oui, parce que moi je l'avais demandé. D'accord. Donc voilà. Oui, mais juste un petit mot, c'est peut-être un peu long, mais c'est pour que les gens comprennent bien ce que c'est.
Aujourd'hui, nous avons, il y a à peu près 6 000, d'après les chiffres que j'ai, je me trompe peut-être, il y a 6 000 gardes qui sont dehors, font le pied de grue devant les immeubles, que ce soit pour des personnalités, que ce soit pour des services ou autres. Ces gens-là, qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des gendarmes formés pour être gendarmes, des policiers formés pour être policiers. C'est-à-dire qu'on sous-emploie des gens, parce que pour garder devant une porte, ce n'est pas la peine d'être un spécialiste, hein, de plein de choses de police ou de gendarmerie. Donc on prend des gens qui sont surformés pour faire ça. C'est idiot, parce que dans le même temps, on vous dit on manque de personnel. C'est plus simple de prendre des gardes armés du privé qui ont toutes les qualifications voulues, parce que ce sont d'anciens militaires, d'anciens policiers ou d'anciens gendarmes. On les garde, hein, ils vont faire la garde armée à la place des autres, et ça va libérer 6 000 et plus, parce qu'il y a les roulements, hein, ça va plier 6 à 10 000 personnes, gendarmes ou policiers, qui vont pouvoir faire d'autres missions d'État. Et on revient à les missions régaliennes de tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'étais pour, et je pense qu'il fallait, c'était une nécessité, et qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'il faut remplacer les gardes statiques par des gens de la sécurité privée. Merci Alain Juillet, on était ravis de vous recevoir. J'espère que vous reviendrez parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est passionnant à chaque fois. Merci. Merci à Patrick Haas, rédacteur en chef de cette émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques d'Agora. On se retrouve nous très prochainement, dans un mois très exactement, pour la prochaine du Grand Interview.